Allô tout le monde, bienvenue dans le balado Le vrai du faux. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche des millions de personnes à travers la planète, c'est le diabète. Est-ce qu'on comprend vraiment ce qu'est le diabète? Est-ce que ça a juste un lien avec le sucre? Est-ce qu'on peut prévenir le diabète, surtout chez les plus jeunes? Bref, on va en parler avec le médecin spécialiste Marc-Antoine Rivard, qui est déjà venu dans le balado et qui est beaucoup dans la prévention. Alors, on a plein de questions pour lui, mais le temps de vous dire que cet épisode est une présentation du groupe Jam Pharma, entreprise québécoise qui se spécialise entre autres dans le médicament générique. Vous le savez, ils collaborent à plusieurs épisodes dans le balado Le vrai du faux. Alors, un gros merci à eux. Alors, des questions concernant le diabète, on en a plein et les réponses, on va les avoir dans les prochaines secondes. Le diabète, je l'ai dit, c'est des millions de personnes sur la planète qui ont le diabète, mais il y a encore beaucoup de mystères. Alors, j'ai décidé d'inviter le médecin spécialiste Marc-Antoine Rivard. Salut. Salut, merci de me recevoir. Merci à toi de venir parce que je sais que tu es oui, médecin spécialiste, mais tu es beaucoup dans la prévention. Puis je pense que le diabète, on n'en parle pas assez. On a tous entendu parler du diabète dans nos vies, on en a autour de nous, mais je pense que même on peut le prévenir aussi. Alors aujourd'hui, on va démystifier le tout. Mais pour commencer, c'est quoi le diabète? Parce qu'il y a deux types de diabète concrètement. Oui, puis je t'en rajouterais même un troisième qui est entre les deux. OK. Ouais. Ah bon, tu vois, on est là, t'es là pour la bonne raison. Alors, c'est quoi le diabète? Le diabète, c'est un problème où le corps, en fait, n'est pas capable d'utiliser le sucre comme source d'énergie. OK. Donc, soit que le corps est résistant à l'insuline, donc le corps peut produire de l'insuline, mais l'insuline, c'est un peu la clé qui fait rentrer le sucre dans les cellules. Donc, ce qui fait que si le corps est résistant, il peut pas utiliser le sucre, donc la glycémie monte. OK. Ou le corps ne peut pas produire de l'insuline, donc le pancréas n'est plus en mesure de produire l'insuline nécessaire là, pour subvenir aux besoins du corps. Donc ça, c'est effectivement le type 1. Le type 1, c'est vraiment quand on n'a plus d'insuline, le pancréas, par un processus auto-immun, fait plus son travail de sécrétion d'insuline. Donc, ça, c'est vraiment le type 1. Le type 2, si on entre dans le vif du sujet dans tout le vif de du suite. sujet, exactement. Parce qu'on dirait que c'est lui qui est le plus silencieux. C'est-à-dire, c'est lui qui est plus difficile. Quand on dit plus silencieux, c'est qu'il est plus difficile à détecter ou à savoir qu'on a un problème? C'est plus sournois, on va dire. Oui, parce qu'effectivement, ça arrive plus tard dans la vie. OK. Le diagnostic de type 1, le diabète de type 1, c'est assez évident, dans le sens où on a beaucoup de symptômes, la soif, on urine beaucoup, on perd du poids. Donc, c'est assez, ça passe pas inaperçu, un diabète de type 1. OK. Puis ça arrive surtout en jeune âge, effectivement, là, dans soit enfant, adolescent, OK. au début de la vie adulte. Le type 2, c'est plus sournois parce qu'effectivement, en fait, la résistance à l'insuline, c'est un processus dynamique. Donc, ça n'arrive pas du jour au lendemain. OK. C'est quelque chose qui s'installe progressivement. Puis le corps est encore capable de produire de l'insuline. Donc, au début, quand la résistance s'installe, il va produire plus d'insuline pour compenser jusqu'à temps que le pancréas se fatigue tranquillement et puis que ça ne subvienne plus là, aux besoins. Mais comment on fait pour le savoir, justement? Est-ce qu'il y a des tests, quand on fait des prises de sang, par exemple, ou quels symptômes on peut commencer à soupçonner peut-être un diabète de type 2? La plupart des gens ont leur diagnostic de prédiabète ou diabète de type 2 lors de prise de sang. En fait, de tests de dépistage. C'est rare, ça arrive, mais c'est rare qu'on ait vraiment des symptômes de diabète pour diagnostiquer le type 2. OK. Donc, c'est difficile de déterminer. Mais tu sais, on le dit silencieux, mais il y a des millions et des millions de personnes qui ont le diabète à travers le monde. Je l'ai dit d'entrée de jeu parce que c'est quand même une maladie courante. Est-ce que c'est génétique? Il y a un gros aspect génétique, effectivement. Autant le type 1 que le type 2? Surtout le type 2. Ah oui, hein? Oui, donc la résistance à l'insuline, effectivement, on a une grosse composante génétique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, mais la génétique nous prédispose. Donc, effectivement, si on a des gens dans notre famille qui ont un diabète de type 2, c'est important de se faire dépister pour justement prendre les bonnes mesures pour éviter la progression vers le diabète. Tu parles de dépister. De quelle façon on se fait dépister? C'est les gens qui... Vous autres, c'est super clair, on se fait dépister. Mais de quelle façon? Prise de sang? D'autres types de tests? Effectivement, c'est des prises de sang qui nous aident. En fait, après 40 ans, on suggère de faire une glycémie à jeun. Donc, ça, c'est effectivement, en fait, après 12 heures de jeûne, on prend un taux de sucre, surtout le matin. Donc, si on a une glycémie au-dessus de 7,
ça nous indique qu'il peut y avoir un diabète. Il y a aussi une prise de sang qui s'appelle l'hémoglobine glyquée, qui est très, très utile pour nous, qui peut poser le diagnostic de prédiabète ou de diabète. Donc, une hémoglobine glyquée en fait, entre 6 et 6,5, c'est un prédiabète. À 6,5, c'est un diabète. Puis ensuite, ça va nous aider surtout à faire le suivi de soit en fait, si on a changé nos habitudes de vie, quel impact ça a eu sur le suivi en général, si on a pris des médicaments, si on a instauré une thérapie, en fait, à quel point elle est efficace avec l'hémoglobine glyquée. C'est un reflet un peu de la glycémie des 3 derniers mois. OK. On va parler de la prévention. Je sais que tu es un médecin qui mise beaucoup sur la prévention, puis c'est pour ça que je trouve ça le fun de t'avoir dans le balado Le vrai du faux. Mais avant, tu as parlé d'un 3e diabète. Absolument. Je ne l'ai pas oublié, mais j'aimerais ça parce que je sais pas, mais c'est nouveau ça, ou on en parle bien peu? C'est pas nouveau, mais effectivement, on en parle peu, puis c'est plus rare quand même. OK. C'est comme un hybride entre le type 1 et le type 2. OK. Donc, c'est un diabète où le pancréas est plus capable de faire de l'insuline pour plein de raisons. Mais ça arrive plus tard dans la vie. Ça arrive, en fait, aux alentours de 40, 50 ans. Nous, on s'en rend compte quand on pense que c'est un type 2. Oui. On instaure des changements d'habitude de vie, on commence une thérapie, puis finalement, on a 0 résultat. Ça nous signe qu'en fait, le pancréas est vraiment fatigué, plus capable de faire d'insuline. Donc là, souvent, en fait, il faut transiter vers un traitement à l'insuline, finalement. OK. Type 1, type 2, type 3. Est-ce qu'il y en a un plus dangereux que l'autre? On l'appelle le LADA. OK, excuse-moi, j'ai dit type 1, type 2, type 3, mais on ne mêlera pas les gens. Oui, le LADA. Le LADA. OK, ça, c'est le 3e. C'est pas l'auto russe qu'on avait quand t'étais jeune. Non, c'est ça, le LADA, exactement. Mais est-ce qu'il y en a un plus dangereux que les autres? Ou qui se contrôle moins bien? C'est sûr que le type 1, il y a plus long d'évolution parce qu'il est diagnostiqué en jeune âge. Ouais. Donc, c'est sûr que le risque de complication est un peu plus grand. OK. Puis comme le pancréas ne fait plus d'insuline, on est vraiment tributaire de notre activité physique, de l'alimentation et puis du traitement en tant que tel. Donc, effectivement, qu'on a un peu plus de complications chez les diabétiques de type 1, même s'ils se connaissent habituellement beaucoup mieux parce que ça fait longtemps qu'ils vivent avec leur maladie. Maintenant, on a des nouveaux traitements comme c'est plus très nouveau, mais les pompes à insuline, ça aide beaucoup à avoir un meilleur contrôle du diabète. OK. Donc, les complications deviennent moins fréquentes, mais reste qu'en comparaison avec les types 2, on a plus de complications. Tu as parlé d'alimentation. J'ai l'impression que, tu sais, on parle souvent de sédentarité. Même les balados que tu es venu précédemment, on en a parlé. Je le dis souvent aussi. On dirait que tous les sujets amènent à l'alimentation, la sédentarité, le sommeil. À quel point, parlons-en de la prévention, parce que le diabète, tu peux le prévenir, mais de quelle façon? C'est-tu vraiment en arrêtant de manger du sucre? Non, mais tu sais, on pense souvent que le diabète, c'est juste ça. Non, effectivement, c'est pas juste ça. Je sais que c'est grossier comment je le dis, mais quand même, aux yeux de tout le monde, je pense que diabète égale faut pas manger de sucre si tu veux l'éviter. Oui. Puis je comprends. Puis c'est effectivement la notion qu'on a en général. Mais le sucre prend plusieurs formes. Donc, ça, c'est important de le considérer. Puis en fait, si on revient juste à la génétique, la génétique prédispose, mais c'est nos habitudes de vie qui va donner la petite pichinotte pour nous pousser vers le diabète, finalement. Puis quand tu parles de mode de vie, concrètement, c'est quoi? En fait, il y a des choses à éviter. Donc, au niveau de l'alimentation, on veut éviter de soit sauter des repas. Donc, ça dépend de notre type d'alimentation. Le jeûne intermittent, on pourrait y revenir un petit peu plus tard. Mais si on saute des repas puis on mange plus à un autre repas, c'est vraiment une grosse charge sur le pancréas. Donc, il y a besoin de faire beaucoup d'insuline. Donc, éventuellement, ça peut le fatiguer. Mais ça, c'est intéressant là, parce qu'il y en a qui font ça. Tu sais, moi, souvent, le dîner, je vais manger plus ce soir parce que j'ai pas le temps. Erreur à faire. Oui, c'est la constance, la régularité dans l'alimentation. On veut éviter les aliments qui sont ultra transformés. Oui, ça. Et Dieu sait qu'il y en a, là. Oui, puis les sucres raffinés. Il y a du sucre un peu partout, mais en fait, on a besoin de glucides pour vivre. C'est vraiment notre source d'énergie première. Mais il faut des sucres qui sont complexes. Donc, le pain blanc, mettons, par rapport au pain brun. Mais le pain blanc, c'est des sucres qui sont plus raffinés, qui sont plus sains, qui vont être absorbés rapidement. Donc, on a on appelle ça l'indice glycémique. Ça, c'est la capacité à faire monter le sucre rapidement. Donc, le pain blanc a un indice glycémique qui est plus grand que le pain brun, pour dire quelque chose.
Mais tu sais, tu as donné un exemple de pain, mais est-ce que, là, je veux pas te piéger avec cette question-là, mais quand on regarde les aliments en arrière, là, tu sais, quand on regarde, puis on achète un produit, puis on regarde le taux de sucre, est-ce qu'il y a des indicateurs où tu dis, écoute, ça, c'est clairement trop de sucre ou c'est pas du bon sucre? Ben, oui, en fait, c'est le nombre de glucides. Oui. Ça, c'est vraiment le sucre qui va être absorbé rapidement. OK. Mais plus il y a de fibres, plus ça va ralentir l'absorption, donc moins l'indice glycémique va être grand. Donc, plus qui est riche en protéines aussi va diminuer l'absorption. Comme si on prend un exemple du fromage, Oui. mettons, qui est faible en gras, va avoir plus de protéines. Il va avoir quand même du sucre parce qu'il y a du Oh, oui, lactose. oui, Donc, tout à on fait. s'entend, ça va faire monter un peu la glycémie, mais le mix de tous les nutriments vont faire que c'est absorbé plus lentement. Donc, va faire monter la glycémie moins que quelque chose qui est juste du sucre, même pour la même quantité, finalement. OK. Donc, il faut vraiment faire attention à notre alimentation, outre l'alimentation. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur le mode de vie? Ben, tu l'as nommé, là, la sédentarité, je pense que c'est au cœur de tout ça. En fait, on veut être actif non seulement pour perdre du poids, mais juste pour activer, en fait, la circulation, activer les muscles, puis tout ça, puis utiliser le sucre qui est dans notre sang, finalement. Donc, c'est sûr que si on reste à manger des chips sur le divan, Avec ben notre tablette, notre iPad. exact. Ça, c'est Donc, pas winner, là. ben, c'est sûr qu'on n'utilise pas le Mhm. sucre qu'on mange, finalement. Mhm. Mais ça n'a pas besoin de courir le marathon aux 2 jours, hein. Ben, c'est ce que j'allais te dire parce que oui, ça revient souvent à la sédentarité, puis des fois, ça fait peur au monde. Tu sais, sédentaire, ça veut dire ne faire aucun sport, mais ça peut être aller prendre une marche Absolument. un 15-20 minutes, ne serait-ce que de bouger un minimum. Ouais. C'est un peu ça qu'on entend quand vous parlez de sédentarité. Oui, absolument, absolument. Puis juste une marche de 10 minutes après les repas, ça fait baisser l'insuline, puis ça baisse la glycémie. Donc, juste ça, c'est suffisant pour activer le système. Puis juste le timing, en fait, tout de suite Mhm. après les repas, on vient de manger du sucre, Ouais. assurément. Donc, on va utiliser le sucre. Donc, à moyen long terme, on diminue notre glycémie. Donc, des fois, c'est juste des petites choses qu'on peut ajouter Ben oui. à notre routine là, qui sont faciles. Juste, on dit tout le temps, là, prendre l'escalier où il y a de l'ascenseur, ça peut faire une grosse différence quand même. Donc, des fois, c'est vraiment pas grand-chose. Mais qui fait une différence Absolument. sur du long terme. On Ouais. parle pas de faire ça pendant une semaine. Là, on parle de prévention, mais au quotidien. Oui. Puis quand on parle d'alimentation, de diète, c'est des choses qu'on est capable de tenir dans le temps. Donc, faire une diète pendant un mois et demi, puis super drastique, on sait qu'au final, à moyen long terme, c'est plus néfaste. Oui. Donc, c'est vraiment d'adopter des habitudes qu'on est capable de tenir. Tu as évoqué tantôt le jeûne intermittent. Tu as dit on va y revenir. Pourquoi? Parce qu'il y a un aspect là-dedans qui tu sais, c'est pas sauter de repas, mais le jeûne intermittent, c'est des heures et des heures, là, sans entrer dans le processus du jeûne intermittent, mais tu as envie de nous dire quoi par rapport à ça? Bien, c'est sûr que dans les diètes en général, c'est jamais un one size fit all. Ouais. Ça, il faut retenir ça. Il y a beaucoup de diabétiques, justement, on parlait de régularité ou de manger des repas à intervalles réguliers, c'est important. Surtout les diabétiques de type 1 où ils prennent, en fait, les insulines souvent au repas. Ouais. Donc, si on saute des repas, on risque, des hypoglycémies. Et puis, les niveaux d'insuline vont changer dans le sang. Donc, ça peut être plus problématique, puis il peut y avoir des dangers même à faire du jeûne intermittent. Ah oui, donc il faut faire Il attention. faut faire là. attention. Donc, le one size fit all facile, c'est la diète méditerranéenne. OK. Donc, avoir la moitié de l'assiette avec des légumes, le quart avec des protéines et le quart avec des glucides complexes. Ça, on ne se trompe pas avec ça. Des poissons gras. Quand tu parles de diète, là, c'est pas dans le but de maigrir. Là. Non. Non, mais c'est parce que Non, c'est t'as vos raison. termes à vous, mais tu sais, nous, quand on entend diète, on fait ah, ben voyons, il veut qu'on maigrir, mais c'est pas ça du tout. Non. C'est une forme d'alimentation quand tu Absolument. évoques le mot diète, là, juste pour clarifier ouais, la patente. Là. Non, ben, tu fais bien de clarifier parce qu'effectivement, oui, il y a des gens qui ont besoin de perdre du poids, Oui. mais la plupart des gens ont juste besoin d'avoir une alimentation équilibrée et saine, finalement. Tu as parlé d'hypoglycémie. Je fais de l'hypoglycémie dans la vie, à petite dose, mais ça m'amène à cette question-là. Est-ce que quand tu fais de l'hypoglycémie, ça va automatiquement en diabète ou pas du tout? Oui, c'est complexe, l'hypoglycémie. OK. Parce que l'hypoglycémie ressentie, parce qu'effectivement, on peut avoir des symptômes de faim puis d'avoir besoin. De sucre, on dirait, là, un roche de sucre. Là. Exact. Et sans que la glycémie soit à base nécessairement dans le sang. Puis il y a des gens qui font vraiment des hypoglycémies parce que soit l'absorption au niveau de l'estomac, au niveau des intestins est tardive. Donc finalement,
les sucres n'arrivent pas assez rapidement pour subvenir aux besoins, soit qu'il y a trop d'insuline pour plein de raisons. Donc, le chapitre de l'hypoglycémie est très, très vaste, en fait. Mais ça ne veut pas dire automatiquement qu'il y a un diabète qui se cache Absolument derrière pas. ça. Ouais. OK. Non, mais il y en a plein là, qui font de l'hypoglycémie, alors je me questionnais là-dessus. Si on reçoit... En fait, je veux terminer sur le mode de vie. On parle beaucoup de stress aussi. Est-ce que le stress a un impact direct sur... Ah oui, tu me regardes en disant oui. Sur le diabète? Ben oui, en fait, les niveaux de... En fait, le stress aigu ou Oui. le stress chronique. Oui. Le stress chronique, pour personne, c'est bon. En fait, Non, c'est pour plein le de stress raisons. aigu, ben ça, il y a certaines formes de stress qui peuvent nous amener à être plus résilients. Mais attends, là, juste être sûr de clarifier pour tout le monde. Quand tu parles de stress aigu, stress stress chronique. aigu, c'est un stress de courte durée dont on sait qu'il va avoir une fin. OK. Stress chronique, j'ai un examen. J'ai étudié pour mon examen. Je suis stressé le matin de mon examen. C'est totalement normal. Puis c'est souhaitable. Ça passe. OK. Puis là, je fais mon examen. C'est fini. Tant mieux. Je fais une activité physique, soit par intervalle. Pendant mon intervalle, c'est stressant. Je mets mon corps sous stress. Je sais qu'il y a une fin. Donc, cette forme de stress-là est bonne, en fait. OK. Parce que si on ne met jamais notre corps au stress, ben, dès qu'il va arriver quelque chose un peu contrariant, on ne saura pas comment réagir. Pas prêt. OK. Donc, il faut une certaine forme de stress aigu. Le stress chronique, c'est quand vraiment une situation s'installe puis on ne voit pas la fin. Donc, que ce soit le travail, que ce soit peu importe ce qui peut arriver. Donc, effectivement, le stress chronique fait monter le cortisol de façon chronique. Puis ça, le cortisol, c'est une hormone, on le dit, une hormone de stress. En aigu, en fait, c'est très bon de monter le cortisol parce que ça va faire monter la glycémie, ça monte l'adrénaline aussi. On veut que le corps soit capable de réagir au stress. Mais de façon chronique, quand le cortisol est vraiment augmenté, donc ça va induire un état de résistance à l'insuline, on va prendre du poids, on dort moins bien. Donc, tout ça, c'est lié au cortisol. Donc, effectivement, le stress chronique est relié à plein de maladies métaboliques, maladies cardiovasculaires, entre autres au diabète, au surpoids. Donc, c'est relié au sommeil aussi. Complètement aussi, oui. Le sommeil est... tu sais, sédentarité, sommeil, stress, alimentation, c'est 4 éléments importants pour plein de raisons. Absolument. Puis le sommeil, en quoi il joue sur... C'est un ensemble? Ben oui, mais ça fait monter aussi le cortisol de façon chronique. Puis il y a plein de choses qui s'opèrent dans le corps quand on dort, finalement, là, de réparation puis tout ça. Donc, le fait d'être éveillé ou d'avoir une hygiène de sommeil qui est difficile, ça permet pas au corps de procéder à ces ajustements-là. Puis ça m'amène aussi à parler que chez certaines personnes, de faire le dépistage de l'apnée du sommeil dans le contexte du diabète, ça peut être intéressant. Oui, aussi? Oui, en fait, l'apnée du sommeil, en fait, puis ça, on pourra en reparler dans un... Oui, vraiment. Mais ça, on dirait que c'est un phénomène dont on entend de plus en plus parler, là. Mais effectivement, en fait, ça aussi, ça fait monter le cortisol de façon chronique. Et puis, souvent, on traite l'apnée du sommeil, puis il y a plein de choses qui rentrent dans l'ordre. L'hypertension, on peut induire une perte de poids, le diabète. Donc, ça montre à quel point le sommeil est central là, dans nos vies en général. Là. Complètement. On reçoit un diagnostic de prédiabète. Est-ce qu'on peut ensuite éviter d'avoir le diabète? Oui, absolument. Ah ouais? Oui. OK, mais là, on met quoi en place? C'est de la médication? C'est des traitements? C'est quoi la prise en charge? En prédiabète, on mise vraiment exclusivement sur les habitudes de vie. Ah oui, OK. Oui, absolument. Quand on a le diagnostic de diabète, c'est une question de critères, c'est une question de niveau de prise de sang. Donc, il n'y a pas d'avantage à commencer des médicaments ou il y a peu d'avantages, plus d'inconvénients à commencer une médication alors qu'on est en prédiabète. Prédiabète, c'est un signe d'alarme, dans le fond. C'est un red flag. On dit, oh, attention, il faudrait que tu commences à changer ton mode de vie. Exactement. Okay. Exactement. Donc, effectivement, ben là, on peut instaurer la diète ou une alimentation qui est plus saine, couper un peu l'alcool et puis le sommeil, on en a parlé. Donc, vraiment commencer à changer un peu de cap au niveau des habitudes de vie. Puis, comme tu dis, c'est un peu un red flag qui nous dit il y a encore de l'espoir, on peut encore faire quelque chose. Puis même quand on a le diagnostic de diabète, il y a encore quelque chose à faire. Parce qu'en fait, c'est un chiffre. En fait, le diabète, c'est vraiment une question de chiffre. Le but, c'est de le diminuer. Exact. Puis ça se peut qu'avec nos habitudes, on fasse baisser notre chiffre, puis on tombe en prédiabète, puis ensuite, si on continue, Ah oui, OK, donc c'est irréversible. C'est pas irréversible. Exact. C'est vraiment... Oui. Ah oui.
Hey, ça, je savais pas ça. Je pensais qu'une fois que tu avais le diabète, tu l'avais à vie, là. Ben non, c'est ça, c'est vraiment une question de chiffre. Il y a des fois que on change des habitudes de vie de façon significative, qui vont changer la glycémie, qui vont changer nos paramètres que nous, on suit. Puis là, on fait, bon, ben, il n'y a plus de diabète maintenant. Wow! Est-ce qu'il y a de plus en plus de diabète chez les plus jeunes, Oui, malheureusement. dû par leur mode de vie, sédentarité, Oui, du alimentation et type tout ça? 2, on en voit de plus en plus jeunes, oui. Mais ça, c'est triste quand même, là. Absolument. Ouais. T'as envie de dire quoi aux parents qui nous écoutent en ce moment, qui se disent, hey, peut-être, tu sais, qu'est-ce qui est important? On veut tous que nos enfants s'alimentent bien, on veut tous que nos enfants bougent bien. Bon, des fois, ça vient pas avec. Mais qu'est-ce que tu as envie de nous dire aux parents, là? Je pense que la vie va vite en général Oui. dans la société où on vit. Juste de ralentir certains. C'est pas évident pour tout le monde, c'est Mhm. pas facile pour tout le monde, mais juste de ralentir les repas. Donc, manger moins vite, prendre plus de temps Ouais. pour préparer le repas. Déjà là, on fait un gros changement en évitant, en fait, des aliments qui sont ultra transformés, puis en évitant de se rendre un peu la vie plus facile. Puis je comprends, en fait, Mhm. on a chacun nos réalités, mais des fois, ça a beaucoup d'impact, finalement. Si on sort le dinner craft pour dire quelque chose, au lieu de faire Ouais. notre propre macaroni, ça va avoir un gros impact, finalement. Donc, des fois, de juste ralentir, prendre plus de temps avec nos enfants, plus de temps pour aller marcher, faire des activités, finalement, ça va avoir un gros impact. Mais, tu sais, faut responsabiliser tout le monde. C'est pas juste les parents, mais Non, c'est un ensemble. Tout à fait. Ouais. Exactement. Je me rappelle, quand j'étais jeune, j'avais une amie qui avait le diabète, qui se piquait, puis là, tous les jours, elle prenait sa glycémie. Comment ça fonctionne maintenant? Je pense que ça a évolué, puis c'est très différent là, au niveau de la médication, puis des traitements. Oui, bien, heureusement, en fait, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Il y a beaucoup de nouveaux dispositifs qu'on peut utiliser pour mesurer la glycémie. Il y a certains critères de remboursement au niveau de la RAMQ qui sont encore en évolution. Mais effectivement, il y a des dispositifs qui se mettent en transcutané, OK. finalement. Et puis, on peut passer le cellulaire devant pour Wow! avoir une glycémie. Donc, ça, puis, en fait, il peut y avoir un monitoring qui est en continu. Donc, effectivement, tu parlais d'hypoglycémie Ouais. tantôt. Donc, ça peut arriver que, mettons, si on fait une hypoglycémie durant la nuit, ben notre cellulaire va avoir une alarme, Hey, en on est fait. rendu là, hein? Oui, puis C'est il une faut. bonne chose, C'est une excellente effectivement. chose. C'est une excellente chose. Donc, malheureusement, c'est pas accessible pour tous les types de diabète, mais ça évolue. Éventuellement, les prix vont baisser, puis on va être capable de le rembourser parce qu'effectivement, c'est assez éreintant de prendre la glycémie là, à la vieille manière. Pour ce qui est des médicaments, bien, effectivement, il y a l'insuline qui reste la pierre angulaire du traitement Ouais. pour le diabète de type 1. Par contre, avant, on avait des prises d'insuline à tous les repas avec 2 insulines par jour pour mimer, en fait, ce que le pancréas fait en temps normal. Ouais. Maintenant, on a des insulines qui durent qui durent 24, 32 heures. On a même des insulines qui durent 1 semaine. Wow! Donc, ça reste qu'il faut quand même prendre les insulines au repas. On a même des pompes à insuline depuis plusieurs années maintenant, mais qui se perfectionnent avec le temps. Donc, puis ça va donner en fait une pompe qu'on porte sur nous, puis qui va injecter de l'insuline selon nos besoins. Donc, OK. on n'a même plus à penser à Wow! mesurer l'insuline, à se l'injecter. Donc, tout ça, c'est automatisé. C'est vraiment. La Ça, science c'est une évolue, révolution. là. C'est une Ouais. révolution complètement. Marc-Antoine, quelques petites questions, vrai ou faux en rafale. Le sucre est toujours le problème, vrai ou faux? Quand on parle de diabète, bien sûr. Je dirais vrai et faux. En Ah, fait, OK. vrai parce qu'effectivement, c'est le sucre qui est trop haut, puis qui est le problème du diabète, mais faux parce qu'il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte pour faire monter la glycémie autre que le sucre. Donc, les aliments ultra transformés, ça ne veut pas dire qu'ils ont beaucoup de sucre, mais le fait, tout ce qu'ils contiennent, ça va être un problème. Donc, je dirais vrai et faux. OK, un mélange des deux. Le fruit, les fameux fruits, est-ce trop sucré pour un diabétique? En fait, tout est dans la modération, à peu près dans la diète, finalement. Ouais. Donc, manger que des fruits, effectivement, ça serait trop sucré. Le fruit, en fait, complet est quand même assez bon. Ouais. Beaucoup, en fait, de beaucoup supérieur au jus de fruits. Le jus de fruits, ça s'absorbe hyper rapidement, ça fait monter la glycémie. Donc, Même euh, les jus de fruits 100% fruits, sans sucre ajouté? Ah oui, absolument. Donc, le jus d'orange le matin, Oui. qu'on a tous on grandit avec ça, il n'y a pas grand-chose de pire pour... Pour vrai? Ah oui, surtout en commençant la journée, ça fait monter la glycémie, ça fait monter l'insuline. Donc, ça nous fait partir la journée déjà avec une glycémie haute. Donc, chez les patients diabétiques, c'est
vraiment la pire chose, finalement. Mais c'est une mauvaise habitude même pour les gens qui sont pas diabétiques. Absolument. Jus d'orange, on enlève ça de notre alimentation. Par contre, l'orange complète contient des fibres, contient plein de vitamines puis tout ça. Donc oui, on peut en manger même si on est diabétique, pardon. Mais c'est ça, il faut le voir un peu comme une gâterie, finalement. OK. Gâterie, idéalement, vrai ou faux, c'est mieux de le manger le matin que le soir. Si on a du sucre à manger, si on a un dessert à manger. Vrai et faux, ça dépend de notre niveau d'activité physique. Donc, si pour nous, en fait, faire l'activité physique, c'est plus en fin de journée ou le soir, on peut manger notre gâterie autour de notre activité physique. OK. Sinon, en fait, si c'est la première chose qu'on fait en se levant le matin, notre bol de Fruit Loops, mettons. Ça, c'est un bon déjeuner santé, là. Ben, ça, en fait, comme le jus de fruits, ça fait monter la glycémie en flèche. Donc, déjà, on part notre journée avec une haute glycémie, donc ça risque, on va avoir une moins bonne journée. On salue tous les gens qui prennent aussi des cafés hyper sucrés, mais on n'ira pas là. Les boissons dites santé, smoothie, jus, est-ce que c'est un piège? Oui, la plupart du temps, en fait. Donc, effectivement, en fait, surtout quand on met des fruits en purée ou en jus, la même chose, ça va faire monter la glycémie rapidement. Donc, tout ce qui est vraiment purée, ça s'absorbe très rapidement. Donc, l'impact... Là, tu me jettes à terre, là. L'impact glycémique va être très, très élevé. C'est quand même mieux ça qu'un bol de Fruit Loops, là. Absolument. Oui. C'est une question de dosage. Exact. Tu es médecin spécialiste. Tu envoies du diabète, probablement, des cas avec des diabètes. En terminant, j'aime ça avoir le mot du médecin ou du spécialiste qui est en face de moi pour les gens qui nous écoutent. Tu es beaucoup dans la prévention. Je trouve qu'au Québec, on n'est peut-être pas assez dans la prévention. Tu as envie de me dire quoi, outre le mode de vie? Tu sais, la prévention de peut-être faire les prises de sang ou je ne sais pas où tu vas aller, mais tu sais, je te laisse le mot de la fin pour les gens qui nous écoutent. Je pense qu'on ne l'a peut-être pas abordé. Il y a le tour de taille qui est un facteur de risque. Puis, surplus de poids, finalement. Le poids, en fait, il est quand même quelque chose... C'est surtout au niveau de la taille, plus que partout ailleurs, parce qu'en fait, la graisse abdominale est plus résistante à l'insuline. Donc ça, c'est un facteur de risque parmi les autres qu'on a nommés. Puis, il faut retenir aussi que 30% des gens qui ont un diabète de type 2 qui ne sont pas en surpoids. Parce que ça, c'est intéressant, là. Il peut y avoir, en fait, une accumulation de graisse, en fait, autour des viscères, autour des organes. Puis ça ne se reflète pas nécessairement de façon visuelle. À l'œil nu, OK. Donc, puis ça, c'est important de le garder en tête parce que on peut se dire, moi, je suis pas à risque, je suis pas en surpoids, je ne ferai pas mon dépistage. Alors que si on en a dans notre famille, si on est sédentaire, si on a notre alimentation, on est tous aussi à risque que quelqu'un qui est en surpoids, finalement. Donc, est-ce que dès 40 ans, on devrait faire de la prévention pour aller faire les prises de sang qu'il faut? Absolument. Ou, en fait, d'emblée, adopter les bonnes habitudes de vie. Ça, c'est sûr. Adopter les bonnes habitudes de vie, mais si on n'a aucun symptôme, rien, tu suggérais du moins aux alentours de 40 ans dans un bilan. Au moins une fois. Une fois pour faire. Peut-être pas à chaque année. Mais... Si on change, si on a des bonnes habitudes, puis on a une prise de sang à 40, 45 ans qui nous dit qu'on est top shape. Peut-être qu'on n'a pas besoin de le faire à chaque année. Mais s'il y a des choses qui changent, on prend un peu de poids, donc ça peut être intéressant là, de suivre ça. Pour mieux prévenir. Absolument. Marc-Antoine Rivard, merci encore une fois de démystifier des sujets et d'être beaucoup dans la prévention. Mais là, tu n'auras pas le choix de revenir parce qu'il faudrait parler d'apnée du sommeil, il faudrait parler du jeûne intermittent. Il y a plein de beaux sujets dont on peut aborder. Je vais me fournir une job moi-même. Là. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Ça fait plaisir. Merci à vous d'avoir été là. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas aussi à partager le balado. À bientôt.